une écho de stress, vous imaginez bien qu'en une grosse demi-heure, ça va être difficile, d'autant que le titre me permet de vous raconter un peu ce que je veux. Donc ce que je vous propose, c'est pendant 10 minutes, je vais vous faire passer des messages qui me paraissent importants. Et puis ensuite, on verra des cas, notamment des cas acquis de façon classique, et en plus avec une coupe 3D, qui, comme vous le verrez de temps en temps, c'est un plus incontestable. Hein. Donc, vous savez évidemment, je m'excuse, hein, je ne sais pas quelle est l'expérience et le niveau de chacun. Donc, vous savez qu'il y a deux techniques principales. On va faire soit de l'effort, soit de la dobutamine atropine. Je vais vous dire un truc très primaire, mais il y a des cardiologues qui prescrivent écho de stress. Ça ne veut rien dire, d'accord? Donc il faut que vous soyez plus précis dans vos prescriptions. Je veux une écho d'effort, ou bien je pense que le patient ne va pas être apte, je veux une écho dobutamine. Voilà, mais prescrivez pas une écho de stress, parce que vous allez retrouver dans une situation où il y a des jeunes à qui, dans certains centres, on va leur faire une dobutamine, alors que c'est totalement aberrant, parce que c'est mon message principal. À chaque fois que c'est possible, vous allez faire... Qu'est-ce que vous allez faire à chaque fois que c'est possible? Évidemment, d'accord? L'information est infiniment plus importante, elle est infiniment plus variée, elle est colossale, d'accord? Donc la dobutamine, c'est par défaut, et l'effort, c'est à chaque fois qu'on peut, et pour ça, il faut avoir une table d'effort, ok? Donc, si vous faites une dobutamine, on va essayer de monter à une fréquence théorique qui va être relativement importante. On essaye de s'approcher des 100% de la fréquence maximale théorique, en sachant que on a des protocoles qui ont bougé en quelques années. Il y a un certain temps, ce qu'on faisait, c'était on faisait des incréments de dobutamine, 10 gamma, 20 gamma, 30 gamma, 40 gamma, puis les gens commençaient l'atropine. Et on avait une très mauvaise tolérance. Ça faisait ça la fréquence. Et les gens, ils avaient des espèces de sensations vagales très désagréables. Et donc on a compris qu'il fallait mettre l'atropine tôt. Donc dès le début de 20 gamma, on met de l'atropine. Et ça, non seulement ça marche bien, mais justement ces espèces de rebonds désagréables pour le patient, on les a plus. Okay. Et puis bien sûr, à chaque fois que vous pouvez, eh ben, vous faites de l'écho d'effort. Et pour ça, il faut avoir tout simplement une table. Et la chose absolument essentielle, alors il faut atteindre au moins 85% de la FMT et il faut faire bien attention à la position du patient. D'accord? Ça a l'air anodin, mais les patients, on les fait pédaler à plat dos. Arrêtez de les faire pédaler sur le côté. Faites-le, vous allez voir, faites-le vous, pédalez sur le côté, vous allez sortir avec un mal de dos terrible. Et surtout, vous allez pouvoir induire des choses fausses, c'est-à-dire qu'il y a des patients, quand vous les mettez sur le côté, qui vont faire une épreuve sous-maximale, parce que c'est insupportable comme position, et si vous les mettez sur le dos, l'épreuve devient maximale. Allez, continuons avec cette philosophie. Imaginez que c'est un rack serré, asymptomatique, vous l'avez mis sur le côté, ah, le test est sous-maximal, on l'envoie chez le chirurgien. Vous voyez, c'est pas anodin. Donc, toujours à plat dos. Ça demande un tout petit peu plus d'expérience, ça demande de suivre en permanence. On ne fait pas les acquisitions au repos, je vais discuter avec le collègue et l'infirmière m'appelle quand on est au pic. On monitore tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pourquoi? Parce que d'abord, ça nous permet de détecter des seuils éventuellement ischémiques et on suit la fenêtre. La fenêtre, elle va changer au cours de l'acquisition. Si vous faites que le repos, que vous partez, vous reposez, que vous revenez au pic, vous n'allez plus trouver votre fenêtre. Et ce que vous allez voir aussi, c'est que malgré la position à plat dos, la fenêtre s'améliore, et notamment avec la ventilation. La bonne surprise, c'est que parfois c'est pas terrible au repos, et qu'au pic, paradoxalement, eh ben, on a une qualité d'image qui arrive. Alors, bien sûr, hein, c'est un cycle, et vous n'allez pas attendre d'avoir 5 cycles consécutifs, raison pour laquelle vous demandez aux gens qui connaissent de vous programmer au minimum 4-5 cycles d'acquisition au pic. Évidemment, vous faites l'acquisition rétrospective et quand vous avez chopé un cycle où vous savez que ça allait être interprétable, eh ben vous le prenez. Ensuite, il faut adapter les protocoles. On dit chez les vieux,
c'est pas possible les efforts. Évidemment, si on leur met 40 watts, c'est pas possible. Si vous faites des paliers adaptés, des 10 watts minute, ça marche extrêmement bien chez l'immense majorité des gens, y compris des gens âgés, y compris des gens pas sportifs. Vous allez les amener à 50, 60 watts avec des paliers de 10 watts minute. Alors, j'ai une statistique qui n'est pas à jour, mais dans notre centre, ça fait très longtemps qu'on fait ce que je vous ai dit, c'est-à-dire à chaque fois que c'est possible de l'effort, et vous voyez que c'est possible dans plus de 8 cas sur 10. Donc, si aujourd'hui vous voulez faire du stress et que vous ne faites que de la dobutamine, ça ne va pas. Il faut absolument que vous soyez convaincant pour le centre où vous travaillez pour dire il me faut une table d'effort, il me faut une grande pièce. D'un côté, j'ai une table d'effort, de l'autre, j'ai un lit pour faire éventuellement une dobu, et c'est au dernier moment que j'oriente mon patient d'un côté ou de l'autre. Une fois qu'on a pensé tout ça, un tout petit mot sur l'interprétation, très rapide. L'interprétation, je dirais qu'elle est plus facile en effort qu'en dobutamine. D'accord? Pourquoi? Il y a une inversion. La dobutamine, quand on n'a jamais fait de stress, une dobutamine, c'est une écho de repos. Hein. Vous mettez le patient, il est au calme, vous savez faire une acquisition, une voie apicale, une parasternale. L'effort, quand on n'a pas l'habitude, dès que le patient a commencé à pédaler, c'est un peu plus, ça demande un peu plus d'expérience. Pour l'interprétation, c'est l'inverse. Pourquoi? Parce que l'effort, au pic de l'effort, vous allez avoir une post-charge élevée, donc votre ventricule va plus facilement exprimer ses déficiences. Et si vous avez une zone qui souffre, vous allez mieux la voir en effort qu'en dobu. Okay? Si vous faites un test diagnostique en dobutamine et qu'un patient est monotronculaire de la droite, franchement, allez, une fois sur deux au bas mot, vous allez la méconnaître. Pourquoi? Parce que vous avez une telle hypercontractilité en dobutamine que si c'est deux segments, ils vont se faire entraîner et vous n'allez pas les voir, sauf si vous avez une très grosse expérience, que bien sûr le patient cliniquement vous signale des choses. En effort, ce sera plus facile. Ok? À l'inverse, il y a ce qu'on va appeler entre guillemets des faux positifs, c'est-à-dire que s'il y a une post-charge élevée à l'effort, et notamment des niveaux tensionnels très élevés, vous allez avoir un ventricule qui va pouvoir vous exprimer de la souffrance alors qu'il n'y a pas forcément d'atteinte coronaire. Après, pour l'interprétation, bien évidemment, c'est plus l'épaississement que le déplacement, vous allez regarder. On reprend l'exemple de la dobutamine, quelqu'un qui est très hyperkinétique, tous les segments vont se déplacer, et si vous attendez d'avoir une absence de déplacement, vous ne trouverez jamais de gens pathologiques. Donc, il y a l'épaississement et la synchronisation. Ce qui est très important, c'est de regarder si vous avez des segments qui sont en retard par rapport à d'autres. Et la différence, le retard de contraction, c'est un des signes majeurs de l'ischémie et un des plus courants. Donc, on compare son analyse et quand on voit un segment qui est en retard par rapport à d'autres, ça évoque l'ischémie et ça l'évoque plus que l'absence d'épaississement. Et puis, il peut y avoir aussi des signes qui nous paraissent intéressants de déplacement de l'apex. Ça, c'est un travail qu'on a fait dans notre centre où on a regardé des patients chez qui on trouvait, je vais vous montrer évidemment un exemple, un déplacement, une espèce de rotation de l'apex. D'accord? Un déplacement. Vous allez voir, c'est très facile à voir, tellement facile que quand on a fait notre protocole, on a pris un junior, on lui a expliqué en 10 minutes, et puis ensuite on a lu des boucles en aveugle, et la lecture était la même entre un junior et un senior. On voit pareil, on dit ah oui, là le signe il y est, et il n'y est pas. Et dans notre expérience, ce déplacement de la pointe qui, encore une fois, que je vais vous montrer, est à la fois sensible et spécifique pour diagnostiquer une sténose de la CX. Et ça nous paraît très intéressant parce que c'est difficile, les sténoses CX, à détecter. Alors de quoi je vous parle? Je vous parle de ça. Voilà, je vous montre une boucle, d'accord? Donc vous savez évidemment que là, on est en quad screen avec le repos, le début de l'effort, en général le pic et la récupération. D'accord? Et ici, on est sur le pic, et je pense que vous voyez très bien ce mouvement de rotation comme ça, d'accord? Vous voyez cette pointe qui twist ici, d'accord?
elle n'est pas... Alors que si je vous demande est-ce que la paroi antérolatérale s'épaissit, ben on a l'impression qu'elle s'épaissit, c'est pas facile. Ça, dans notre expérience, c'est typique d'une sténose de la circonflexe. Et ça marche très bien. Ok? Donc vous mettez dans l'œil, d'accord, cette espèce, et ça c'est très facile à voir, y compris quand les gens sont hypoécogènes. Vous savez que là on ne voit pas grand chose, c'est flou. Par contre, vous voyez la pointe qui fait ça, et ça c'est très évocateur. Avant de vous montrer des cas, d'accord, la dernière chose que je voulais vous dire, c'est faites attention à la fausse guéguerre entre celui qui fait du stress et celui qui fait des coronarographies. Vous savez, je vous ai mis avec un peu d'humour, n'est-ce pas, le gars qui vous appelle, « Salut, comment vas-tu? Ah, au fait, je voulais te dire, tu sais, le patient que tu m'as adressé, monsieur machin, tu t'es planté, la coro est normale. » D'accord? Ça, c'est, vous avez envoyé à la coronarographie parce que vous avez trouvé un stress positif. Et ça, c'est évidemment une réalité, et c'est pas tu t'es planté, c'est-à-dire on sait très bien que peuvent cohabiter des stress pathologiques, voire très pathologiques, et une coronarographie normale. C'est quoi vos hypothèses diagnostiques dans ce cas-là? C'est la microcirculation. Voilà, c'est le Takotsubo, c'est un certain nombre de choses, et c'est par exemple un patient comme ça, vous voyez, je vous montre ce patient, je pense que forcément vous ne pouvez pas rendre stress normal. Hein. Voilà ici sur la 4 le repos, voilà ici le pic, vous voyez, extrêmement pathologique. Alors si vous avez l'habitude, vous dites c'est tellement pathologique et c'est tellement diffus qu'on a du mal à systématiser, donc ça peut évidemment nous amener à ce genre de diagnostic, mais extrêmement difficile de ne pas faire une coro qui est strictement indiquée. La coro, elle était parfaitement normale, et quand on se rabat sur la littérature, c'est parfaitement décrit, notamment par la Mayo Clinique il y a fort longtemps. Ici, vous voyez une série de patients où le stress est très pathologique, plus de 5 segments, où vous pouvez être 5 ou 6 à le lire et tout le monde dit bah attends, ton stress il est anormal, et à stress anormal, coronarographie normale, ok, avec toutes les hypothèses, d'accord, une cardiomyopathie latente, évidemment des poussées hypertensives très sévères pendant le stress qui vont vous donner cette... Si vous avez des poussées à 280 de systolique, vous imaginez, c'est une post-charge très importante. Et puis, c'est des cardiomyopathies qui sont soit temporaires, hein, les Takotsubo qui peuvent exister, mais de tout type, à l'effort, sous dobu, avec prédominance sur la base, prédominance sur l'apex, c'est des cas rares, mais ils existent. Et puis, tout ce monde du Anoka, Inoka, Unoka, enfin, toute la micro-circulation au sens large, et qui est évidemment un monde réel. Hein. Il y a des papiers qui vous disent que c'est 40% des patients, enfin, c'est en général ceux qui s'en occupent, hein, mais voilà. En tout cas, il y a une vraie possibilité. On en vient au sujet plus spécifique et plus technique sur qu'en est-il du 4D là-dedans. Le 4D, on peut évidemment l'utiliser, d'autant plus que avant, vous le savez, avant c'est pas si vieux, hein, quand on faisait du 4D, il fallait sortir une sonde, on posait la petite, on sortait la grosse, personne ne le faisait. Puis est apparue la même sonde, 2D, 4D, mais avec uniquement des possibilités de faire des boucles interprétables sur plusieurs cycles d'acquisition. Donc, élimination de l'effort, on pouvait le faire que en dobu, des gens bien stables, et à ce moment-là, on leur demandait d'être en apnée sur 3-4 cycles. Et puis, depuis moins longtemps, on a la possibilité donc de faire en temps réel de l'effort. Et donc, je vous montre, on va se connecter, alors je ne sais pas si je vais retrouver, c'est ça, c'est relayé sur... ils sont là-dedans aussi, quelqu'un sait si tous les cas ont été mis là-dedans sur les stations. Alors on va se relayer sur les stations. Non, je vais y arriver, hein. Enfin, je suis assez bien débrouillé. Non, mais je veux dire, simplement on va se mettre, c'est un autre canal, c'est ça? C'est le 4, non? Je sais pas. Écoute, on va y arriver.
Parfait. Excellent. Voilà, c'était le cas. Excellent, excellent. Ouais, je vais trouver, hein, je pense. Ben, je ne sais pas, je vais voir. Normalement, je vais les anonymiser. Alors, je vous montre, par contre, du coup, on ne va pas faire double projection. Donc, je vais me reprendre mon ordi à moi pour vous dire. Donc là, je vous montre juste un exemple hein, d'une dame de 19 ans. C'était une dame qui a une prothèse valvulaire aortique, qui a des facteurs de risque, à qui on fait une écho d'effort qui est demandée dans le cadre de son suivi. Je vais juste dérouler avec vous, donc c'est l'examen de Madame Lecomte, donc vous devez normalement la voir, juste pour qu'on voit ensemble comment on peut utiliser le cabinet. Hein, donc, ça je ne sais pas ce que ça veut dire, en espérant que c'est rien. Voilà, hein, on a des images. Ok, donc évidemment, hein, donc quand vous interprétez le stress, eh bien, vous allez beaucoup vous focaliser sur le pic. N'oubliez pas que vous avez, donc vous voyez, donc, au pic par exemple, ici on a plusieurs segments, on a 4 segments, donc typiquement, hein, on se déplace autour, on essaye d'avoir une vue où on dégage l'apex, hein, c'est évident que ça c'est la plus grande difficulté. Vous voyez par exemple sur cette vue ici, si vous vous concentrez en bas à gauche, bon, le patient est échogène, là on ne voit pas l'apex proprement, hein, donc on essaye d'avoir un cycle. Par exemple, le cycle en bas à droite, ici, vous voyez, l'apex est assez joli, on n'est pas supra-apical. Donc ça, c'est tout à fait normal, hein, au cours d'une acquisition à l'effort, ça bouge, tout est homogène, je ne vois pas de problème particulier. Donc après, je vais aller un peu vite, hein. Alors on se déplace sur la deux-cavité. D'accord. Donc je vais sélectionner éventuellement... Ça c'est plutôt pas trop mal. Pareil, on a bien la pointe, on voit bien une symétrie. J'ai rien de spécial pour moi sur cette deux cavités. D'accord. Ici donc une 5 cavités pour essayer de dégager quelque chose qui ressemble à la parasternale. On va avancer un peu. Et donc là, on a fait une acquisition en 4D. Donc à chaque palier, on fait simplement une acquisition par voie apicale. Quand vous allez la lire, donc vous avez des choses, je vais être très rapide avec vous, que je n'utilise pas, c'est-à-dire on vous présente évidemment toutes les vues longitudinales. Vous voyez qu'ici, par exemple, j'ai l'équivalent d'une 4 cavités, là maintenant j'ai l'équivalent d'une 2 cavités, c'est la même acquisition, hein, on est d'accord? Et puis là, j'ai l'équivalent de la 3 cavités. Ce qui va me servir, c'est ce qui vient ici. Et ça, c'est intéressant, c'est pas indispensable, mais c'est assez joli parce que ça va vous donner une lecture supplémentaire qui est la possibilité d'afficher, vous voyez, des petits axes que vous allez pouvoir déplacer avec cet outil ici qui s'appelle Translat, d'accord? Et si vous voyez, si je clique, je déplace la barre horizontale, donc ici, si vous vous concentrez sur en bas à droite, là, je suis vraiment à l'extrême apex, et puis je vais descendre tranquillement. Et donc vous avez ici, grosso modo, septum, paroi inférieure, paroi latérale, paroi antérieure. Et donc vous allez pouvoir avoir en routine ces petits axes apicaux qui vont dans le sens de ce qu'on a lu jusqu'à présent, c'est-à-dire vraiment une contraction homogène. Alors la pointe est quand même intéressante parce que évidemment elle intègre l'IVA et elle va intégrer assez souvent la circonflexe. Par contre, ce qui est un petit peu moins intéressant, c'est que plus je vais me déplacer vers la base, d'accord, et plus je vais perdre en qualité d'image. Et en général, vous voyez ici, la patiente est vraiment bien échogène. On continue à avoir une assez bonne lecture. Vous voyez qu'on est là en médio-ventriculaire, mais la règle de routine d'utilisation, c'est toute cette moitié apicale sur laquelle vous allez pouvoir vous ajouter une vue supplémentaire en regardant les petits axes. Alors, on ne peut pas avoir, je pense, de double projection. Donc, ce que je vous demande, c'est de regarder Monsieur Moufflet maintenant, et puis vous allez regarder, analyser, me dire ce que vous en pensez. MOU. Alors, je ne sais pas si je peux mettre aussi le...
va tenter le diable. C'est quel l'autre canal? Je pense que ça doit être 3. Et ben voilà. Comme ça, en même temps, je vous affiche simplement le cas du monsieur et ses grands luxe. Ah ben non, raté. Qu'est-ce qui se passe alors? Ça n'a pas duré longtemps. Hein. Ça revient. Alors il doit y avoir un truc mal connecté. Hein. Peut-être ça. Parfait. On va chercher. Comme ça, en même temps, il voit le cas et il travaille sur les boucles. Et puis après, c'est bon, vous avez tous patient? On fait analyse, c'est ça? Alors, donc, je vous remontre rapidement, simplement une fois que... D'accord? Une fois que vous êtes sur le patient, vous faites protocole. D'accord? Protocole ici. Et ensuite, vous allez cliquer à droite ici. Et vous, par exemple, si vous cliquez sur A4K, vous allez commencer par avoir les 4 cavités. D'accord? Protocole. OK? Et A4 caves, par exemple. OK? Et donc, comme je vous disais, on peut essayer de tenter le diable. Et voilà, donc c'est un homme qui est connu coronarien, hein, qui avait eu une coronarographie il y a une dizaine d'années avec une sténose du tronc commun intermédiaire, qui a des facteurs de risque et qui il va faire une écho d'effort, donc qui est menée à 93% de la FMT à 120 watts. Ok, l'électro nous dit rien, et regardez, regardez son examen, hein, c'est ça le but, non? Est-ce qu'il y a des gens, vous changez peut-être de... Vous n'avez pas les patients, c'est ça? Ben, vous voulez venir ici? Moi, je vous offre l'hospitalité avec plaisir. Si je peux aider juste techniquement, c'est bon, vous en sortez sur la manip ou pas? Ouais. Oui. Là, non, t'es pas bien. Protocole. Attends. Alors, il ne faut pas aller direct. Ouais, vaut mieux. Enfin, de toute façon, je pense que c'est. Ouais, je clique là-haut. Et après, tu vas défiler. Et ben, tu vas les avoir au fur et à mesure en déplaçant. Oui, alors c'est. Ouais. Ouais. Alors, et ben, je te montrerai une fois que tu seras, parce que là, le bouton va apparaître quand tu seras sur la caméra. C'est là. Tu montres? Tu veux bien? Voilà, là, c'est rotation parce que c'est des plans d'effet de l'eau. Normal, moi, je me place. Elles sont acquises par voie apicale sur toute la même. Voilà, pour la lecture, parce que si tu veux, il te présente plusieurs plans longitudinaux et un accès au plan petit h. Voilà. Bon, là, sur les... Ici, on continue à déplacer. Tu vas voir la bleue. Hein, pour la lecture 3D, il faut, voilà, il faut passer les différentes étapes. Mais ce qui est logique, hein, parce qu'il n'est pas question de vous faire passer un message qui serait, c'est avec le 3D que vous allez interpréter le stress. Hein. Le 3D, c'est un petit supplément, mais évidemment, la base de l'interprétation, elle se fait sur le 2D. Hein. Donc, ça ne serait pas légitime de vous répondre à un truc qui n'est pas du tout notre pratique quotidienne. Hein.
sonovue parce que l'écho d'effort, Pas quand du on est tout, en jamais. séance d'effort, avec le patient qui bouge et tout ça, on risque de Jamais, perdre cher les monsieur, images. je ne fais jamais de sonovue. Voilà. C'est pas un mensonge, je n'en ai jamais fait pour une raison qui est simple, Oui. c'est que faire une écho d'effort et mettre une perfusion pour faire une écho d'effort, c'est déjà une forme d'aberration. Parce que ça vous demande des ressources beaucoup plus compliquées. Donc l'effort, ça se fait sans perfusion. Voilà, c'est la règle de base. En plus, ça coûte un bras. Hein. Ah oui, ça coûte Ok. cher quand même. Ah oui, à côté de faire, ça c'est pas donné. Hein. Alors, est-ce que... Alors, La pointe, la pointe est suspecte. alors, la pointe est suspecte. Alors, est-ce que vous voulez qu'on regarde... alors, on repasse machin, là. Hop. Je pense qu'à la fin, j'aurais compris. Voilà, magnifique. Donc, là, sur cette 4K, alors, est-ce que ça vous rappelle ce que je vous ai montré tout à l'heure, hein? Donc, c'est très facile visuellement, vous voyez, c'est cette torsion de la pointe, d'accord? Il y a un mouvement que, si vous regardez, donc ici, par exemple, vous n'avez pas du tout, hein, d'accord? On est à 91 ici, et vous voyez la différence qu'il y a et qui saute vraiment aux yeux, c'est cette espèce de torsion, d'accord? Donc, c'est... je vous répète, un signe qui nous aide vraiment beaucoup. Donc, je ne vous dis pas à l'inverse, ah, il y a ça, c'est fini, on ne réfléchit pas, hein, mais c'est quelque chose qui doit attirer l'œil. Et effectivement, après, vous commencez à vous demander. Alors, sur ce genre de vue, ce qui n'est pas facile, évidemment, c'est si vous voulez, vous allez dire, là, je suspecte déjà une ischémie. Après, vous dire, c'est forcément plus une CX qu'une IVA. Là, ça va commencer, parce que le contexte là, c'est soit vous vous dites c'est surtout là que c'est akinétique et c'est ça qui crée la torsion, mais vous avez aussi ce segment-là qui peut être justement responsable, c'est-à-dire si c'est lui qui est à la traîne, ben, c'est le septum qui tire plus et c'est pour ça que vous avez cette rotation. Alors ensuite, quand on va chercher la deux cavités, ici, je vais essayer de vous mettre le site que j'avais repéré comme étant pas mal. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette vue? Je vais essayer de vous guider un peu au moins sur l'analyse, sinon on ne va pas avoir de temps. Hein. Cette vue me paraît utile. Qu'est-ce que vous voyez ici? Ouais. Alors, donc, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Donc, j'essaie de le traduire. Hein. C'est parfait ce que tu as dit. C'est en inférieur en apical. En fait, on est d'accord. On parle du tiers apical de la paroi inférieure. Qu'est-ce qu'il a? Bah, il est... ah oui, vous pouvez même dire akinétique. Hein. Enfin, il est très clairement... il est franchement hypo, il est A, il ne s'épaissit pas. C'est une petite zone. Hein. C'est une petite zone ici. Voilà. Alors, on commence à se dire que tout ça, ça se passe manifestement autour de l'apex. Cette vue-là, elle nous tirerait comme ça, si on voulait faire des paris, plus sur l'IVA que sur la CX. Hein. Quand vous avez une IVA moyenne, ou en tout cas autre que proximale, vous savez que le cocktail typique, c'est quoi? IVA moyenne, cocktail typique, c'est tiers apical inférieur et tiers apical septal. Ok, donc sur la 4, la partie distale du septum, et sur la 2 cavités, la partie distale de la paroi inférieure. Ça, c'est ce qu'on a très souvent dans les IVA moyennes. Ok. Et puis... Et le patient, est-ce qu'il a eu mal ou non avec modification électrique? Pas du tout. Du tout. Alors, sincèrement, ECG normal, Ouais. d'accord. Ce qui est dans notre expérience d'une routine absolue, c'est-à-dire, soyons clairs, l'ECG nous sert très peu. Alors, il est très important pour le rythme, bien sûr. Hein, il nous sert quand le patient commence à faire des phénomènes ventriculaires soutenus. Il nous sert beaucoup, mais c'est un vrai faux ami. Faites attention, c'est-à-dire si vous vous préparez psychologiquement à interpréter le stress en fonction de l'ECG, vous vous exposez à vous lourder assez souvent. Je m'explique, ça veut dire qu'il y a plein de stress authentiquement positifs où l'ECG sera normal, et il y a plein de stress où l'ECG est pathologique alors qu'il n'y a pas d'ischémie. Ok? Donc, attention, votre rôle, c'est mettre l'ECG en deuxième ligne et
pour l'interprétation, c'est vraiment l'imagerie et l'échographie qui va primer pour les raisons que je viens de vous donner. Alors après, comment? Ouais. Donc juste après, je vous montre. Alors vous voyez ici, on retrouve, on est dans une coupe qui n'est pas très académique. Hein. Vous voyez, on retrouve ce petit mouvement comme ça, là. Celui-là, vraiment, je veux que vous le mettiez dans les yeux parce que c'est rentable et facile. Et donc là, je fais dérouler mon stress, d'accord? Et je viens donc sur ce que je vous ai dit, des petits axes. Donc ici, ça s'appelle récup, mais je ne suis pas en récup, enfin je suis en récup ultra précoce. Et donc j'avais repéré... Voilà, là c'est intéressant. Donc si je vous montre, est-ce que vous arrivez à voir des différences? Ici on est à 100 par minute, d'accord? On est relativement homogène, hein? Il y a un petit axe qui se contracte bien. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous trouvez qu'il est normal, qu'il est... D'accord? C'est quand même... C'est assez propre, hein? Vous voyez cette zone, d'accord? Qui, incontestablement, voilà. Alors vous allez l'appeler franche hypokinésie, moi je vais l'appeler... Moi je suis assez violent, hein. Quand c'est franche hypokinésie, c'est une akinésie, et puis voilà, d'accord? Donc, dans cette zone ici, hein, qui est quand même inféroseptale, hein, c'est ce fameux... c'est ce qu'on avait sur la 4, ou qu'on suspectait, et voilà, ça va nous donner un petit plus, et qui dans l'interprétation, en tout cas, nous conforte bien. Donc ça, très clairement, moi je le prends comme une vue supplémentaire, et comme une possibilité supplémentaire par rapport au 2D, mais je ne vais pas vous dire que c'est indispensable pour l'interprétation, mais dans certaines situations, c'est très intéressant, et je trouve qu'on y prend goût. Le gros défaut de ça, c'est le stockage. Ça pèse un âne mort, c'est plus d'1 giga un examen, donc c'est vraiment lourd à manipuler. Mais je pense qu'il y aura des progrès, etc. Alors, hop. Donc, on lui a fait le coro à ce patient, et ce qu'il y a de bien dans cet examen, c'est que tout le monde peut avoir raison ou pas avoir raison, mais vous voyez, c'est à la fois, on peut imaginer que ça se comporte comme une IVA et ou comme une CX. Hein. Donc là, vous avez, parce que il a quand même cette mixité. D'un côté, vous avez cet aspect, je vous dis, qui fait très CX, et de l'autre, hein, vous avez vu sur la 2 cave, retenez ce tiers apical de la paroi inférieure qui fait très IVA. Et donc là, c'est assez amusant parce que on a potentiellement la possibilité d'avoir une ischémie sur ces 2 territoires. Ok? Alors, allez, rapidement, Monsieur Chaud, 73 ans, c'est un test diagnostique. Lui, il fait une écho d'effort que vous allez voir qui est archi-maximale. Il a une tension au pic à 252 de systolique. Il est asymptomatique et il a un ECG douteux. Donc je vous ai dit ce que j'utilisais beaucoup. Donc il a fait vraiment un bon test, hein, un bon effort. Hein. Homme de 73 ans, 160 watts. J'en connais un seul qui est capable de faire aussi bien. Pourquoi vous lui avez fait une écho d'effort, il est asymptomatique, il se plaint de rien? Parce qu'il est adressé, nous on est assez souvent prestataire de service, c'est-à-dire qu'il y a un cardiologue qui nous dit moi j'ai envie que mon patient soit testé, et on le teste. Non, mais vous avez raison. Hein, voilà. Après, un homme de 73 ans actif qui fait manifestement de l'activité physique, il n'y a rien de choquant à l'évaluer à l'effort une fois de temps en temps. Hein.
Alors je vais me remettre paf. C'est toi après. Et après. C'est toi qui viens après. Oui. Parce que je vais vraiment pas commencer. Alors vous avez des idées ou pas? Moi, ce cas, si vous n'avez pas d'idée, je vous donne les miennes. Hein. Moi, ce cas, il m'a un peu embêté parce que je me suis demandé, notamment là, justement, à l'APEC, je trouvais un peu poussif. Alors, je veux vous rappeler qu'on est à 250 de systolique. Donc ça, c'est un grand classique. Hein. C'est-à-dire qu'à 250 de systolique, vous êtes dans une situation potentielle où ça va être un peu poussif. Hein. Normal, d'accord? C'est un des grands, entre guillemets, pourvoyeur éventuel de faux positifs. Et là, ce qui m'a intéressé dans ma lecture, c'est que donc, ensuite, j'ai pas aimé trop ce cycle, bon, on va pas, vous voyez, pareil, cette toute petite, très légère rotation, mais vraiment très légère, sans évidence de défaut d'épaississement. Et là, ben, moi, le 3D, il m'a été utile. Donc, parce que justement, je me suis dit, tiens, je vais aller regarder, je veux aller regarder ce qui se passe. Alors, c'est cycle 2. Je vais essayer de me mettre sur le bon cycle d'emblée. Voilà, donc là on a une jolie lecture donc, du petit axe, ok? Donc vous allez pouvoir vous balader le long de ce petit axe, hein, donc encore une fois en poussant, notamment en remontant un petit peu vers l'apex. Voilà. Et là, bah, paradoxalement, enfin pas paradoxalement, j'ai trouvé qu'il y avait quand même un épaississement qui était relativement homogène, qu'il n'y avait pas d'asymétrie, qu'il n'y avait pas de défaut de contraction, qu'il n'y avait pas de retard de contraction. Et ce petit doute que je pouvais avoir, mais vraiment sur un segment très localisé, ben, ça m'a été, pour moi, dans ma lecture, infirmé par ce que j'avais à l'apex. Voilà. Donc c'est comme ça que je l'utilise, et notamment sur toutes ces zones apicales. Et on le fait dans cette lecture hein, très rapide, où vous pouvez jouer avec la translation. D'accord? Donc vous voyez, vous mettez... Alors bien sûr, il faut sélectionner le bon cycle, ça on est d'accord, c'est comme pour tout. Et donc vous voyez, dès que je descends vers la base, ben, je perds. Mais donc vous voyez le bouton tout en haut là, hein, translation. Translation, il va apparaître que quand vous êtes sur les petits axes, hein, sinon vous n'aurez pas de translation. Hein. Okay. Et donc là, vous remontez, et vous voyez là toute cette zone, qui est quand même bien propre, hein, c'est largement... tous les segments apicaux que vous avez et qui sont vraiment assez jolis. Alors, on a le temps d'en faire encore un ou deux ou... Eric, juste une chose. Ouais. Je ne pense pas qu'il est possible, parce qu'on voit qu'il va intégral quand on est plus vers la base. Vers la base. Donc on peut... Totalement inutilisable. Alors, pour moi, très clairement, hein, je suis... voilà, la portion d'utilisation, c'est les tiers apicaux. D'accord? Si vous avez une droite, par exemple, limitée à une demi-portion basale d'un parent inférieur,
La commune CX, par exemple. Oui, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Quand on arrive, on aura envie de voir la partie médiane. Exactement. La paroi latérale. Alors, meilleure sera la qualité de l'image, plus tu pourras te balader vers les segments moyens. Ce que je vous montre là, c'est honnêtement des cas relativement standards. Ils ne sont pas pourris, mais c'est pas l'écogénicité de folie, c'est la routine. Et dans la routine, c'est vraiment toute cette partie apicale. Mais encore une fois, c'est au lieu d'avoir 5 incidences, on va dire qu'on en a 6. C'est ça la prétention. Et sur ce cas, ça m'a amusé parce que ça m'a apaisé. Je me suis dit, bon, on passe sûrement pas à côté d'une ischémie significative parce qu'il y a une très belle homogénéité de cette zone apicale qui justement me paraissait potentiellement douteuse. Donc on est sur un diagnostic des adaptations à la charge. Alors on est notamment sur ce qui se voit très souvent, hein, quand vous êtes à 250, 260 de systolique, exactement comme sur une écho de repos, vous avez des patients, ça vous est peut-être déjà arrivé, des variations de FE, hein, visuellement au début d'un examen, vous dites tiens il est mou ce VG, à la fin de l'examen le VG il est plus mou, qu'est-ce qui s'est passé? Le patient qui était mort de trouille, il s'est détendu, il est passé de 180 de systolique à 130 et son VG a récupéré une bonne fonction. Donc évidemment, ce que vous faites en stress, c'est que vous prenez la tension, n'oubliez pas de la prendre pendant n'importe quel écho, hein, ça peut rendre service. Et puis c'est pas un VG de 50 ans, c'est un VG de 73 ans. Exactement, qui fait un bel effort. Oui. Ok. On va montrer, qu'est-ce que je peux vous montrer d'intéressant? Peut-être ça quand même, mais facile, allez, facile. On va prendre, voilà, monsieur. Donc c'est un patient qui a un rack moyennement serré, qui avait une angioplastie d'IVA il y a 6 ans. Vous voyez, il a des facteurs de risque et on lui fait une écho. Là, on n'a pas fait de 4D. Hein, regardez l'examen. Donc là, il doit avoir autour de 32 moyens sur sa valve aortique, hein, de mémoire. Non, un peu plus, 38. Alors on va re-switcher. Alors, est-ce que quelqu'un a une idée? Oui, donc toujours pareil, hein, le par rapport évidemment est très important, hein, c'est-à-dire que voilà, vous avez ça, donc il y a une analyse comparative. Donc là, je vous montre un cas pour que vous l'ayez dans l'œil pour ceux qui commencent ou qui n'ont pas une habitude colossale. Hein. Donc là, on va être dans l'IVA typique et probablement l'IVA moyenne avec donc, vous voyez, toute cette zone ici qui est, alors, si vous allez dire hypokinétique, moi je vais dire akinétique, on s'en fout. Il y a un vrai trouble de cinétique, on va dire, donc de la moitié apicale du septum, d'accord? Et puis, donc,
quand vous avez ça, votre réflexe, c'est d'aller voir ce qui se passe donc en deux cavités. Hein. C'est très important, d'accord? Et donc vous avez une akinésie d'un bon tiers apical ici, ok, de votre paroi inférieure. Ça c'est le cocktail, hein. C'est le contrat minimum pour une sténose d'une IVA moyenne. Alors après, s'il faut aller voir comment se comporte, donc ce qui est un petit peu plus... Qu'est-ce qui est éventuellement un peu plus compliqué ici? Enfin, compliqué. C'est le mouvement Hein, bizarre. on peut quand même raisonnablement se demander si... alors ici, la coupe, elle est 4,5 quoi, hein, 4,8. D'accord, ça se veut. On est probablement déjà sur de la paroi inférolatérale. Hein, et donc il y a une zone ici qui attire l'œil et il pourrait y avoir deux territoires. Il pourrait y avoir à la fois l'IVA et peut-être une atteinte de la CX. D'accord. Après, l'autre élément intéressant que vous ayez dans l'œil sur ces coupes ici, vous voyez ce mouvement du tiers moyen antéroseptal. Lui, il est aussi, quand on a l'habitude, qu'on ne se la fait pas entre nous, voilà, on vous montre ça, vous savez que c'est une IVA. D'accord. Vous voyez ce mouvement ici, d'accord, par rapport à ça, c'est-à-dire cette espèce de mouvement comme ça, alors qu'on n'a plus la contraction radiaire complètement synchrone entre les deux. Donc vous comparez ça avec ça, donc ça nous renforce dans l'IVA, ok. Eric, d'autre part, quand tu montrais les coupes apicales, il y a un signe supplémentaire, on va dire, qu'on a en effort en début, c'est quand on voit que la cavité ventriculaire gauche, au pic de l'effort, reste dilatée. C'est très très important ce que tu dis, essentiel, parce que ce genre de phénomène, vous pouvez avoir des retards parfois de contraction, mais la pointe s'efface. Et à ce moment-là, si la pointe s'efface, ça prime pour dire on est tranquille. Donc là, non seulement on a la kinésie, mais on a une pointe qui non seulement s'efface pas, mais vous voyez par rapport à ici, la pointe elle est beaucoup plus large. Donc c'est évidemment, et tu as parfaitement raison de le signaler, un élément supplémentaire pour le diagnostic. Donc diagnostic quasi formel là pour une IVA et avec une petite arrière-pensée éventuellement sur une branche, une marginale, etc. Et alors évidemment, hein, on est tellement bon qu'on avait raison. Hein. Vous imaginez bien, je ne vais pas vous montrer les trucs où je suis nul. Mais, voilà, en l'occurrence, c'était le cas. Et on a envie de penser que y avait pour le coup une bonne concordance. Je vous montre ça pour vous dire aussi le contraire. C'est que vous avez un patient qui va déclencher une ischémie, par exemple, sur l'IVA. Vous pouvez l'arrêter assez vite, parce que vous avez raison, je vois une ischémie, c'est dangereux, et ne pas avoir déclenché la suite. Donc, n'imaginez pas que votre écho d'effort va être capable de donner toutes les lésions. Votre boulot, c'est dire, je pense qu'il y a de l'ischémie, au moins sur un gros tronc, mais après, il peut y avoir plusieurs troncs et qui n'ont pas parlé parce que, évidemment, vous ne voulez pas tuer le malade et vous ne voulez pas aller au bout du bout du bout. Ok, je vous montre très rapidement, et j'ai encore 3 minutes, hein. Vous sont témoins, hein, j'ai eu la console en retard. Alors, juste je vous en montre un dernier et puis on arrête pour, parce que je trouve que ça c'est pas que c'est difficile, mais c'est les plus... Voilà, je vous montre, allez, on le regarde ensemble parce que j'ai pas l'impression que vous aimez bien vous prononcer là. Ça, c'est le mal français. Hein. On se dit, si je dis une connerie, je vais être jugé. Eh bien non, vous avez tort. On a le droit de dire des conneries. Donc voilà ici une patiente. Hein. Donc je ne sais plus exactement ses facteurs de risque. On n'a pas le temps. On va laisser la parole bientôt au docteur Lévy. Donc ici, vous voyez, c'est la difficulté ici, on essaye de tourner autour de la 4K, mais comme très souvent, on peut avoir, donc ça c'est des choses qu'on crée très facilement, c'est-à-dire
un doute ici sur ce tiers basal. Alors plus vous allez être supra-apical, plus ça vous allez le créer de façon quasi automatique. D'accord? Donc faites attention. Hein. Et donc, cette incidence, elle est peut-être un peu supra-apicale, mais alors quand on est, à même titre que je vous ai dit, tiers apical du septum, je vais regarder en deux cavités pour savoir comment est le tiers apical de la paroi inférieure. Ben, tiers basal du septum, je vais regarder en deux cavités pour voir le tiers basal. C'est la même règle, c'est pas pour la même artère. Et ça, ben, si vous avez la culture oculaire, non, c'est vrai, c'est pas exactement la même coupe, mais c'est une deux cavités acceptable. Hein. On va pas. En plus, vous pouvez y aller, c'est pas moi qui ai fait l'examen. Non, c'est une deux cavités. Hein. Franchement, c'est une deux cavités. Alors, voilà. Hein, là. Alors, ça marche pas toujours, mais incontestablement, vous avez une vraie suspicion d'ischémie sur ce tiers basal de la paroi inférieure. Il y a notamment un retard, vous voyez, cette espèce de mouvement comme ça. Donc ça, évidemment, c'est les cas qui sont les moins faciles. J'aimerais bien, cette dame, on lui a demandé une choro. C'est pas un examen, je vous montre pas les examens du siècle dernier. Hein. Vous voyez, c'est le 18 avril 2023. Elle devait faire sa choro la semaine dernière et puis elle ne s'est pas pointée. Elle est peut-être morte, hein, je ne sais rien. Non, elle ne s'est pas pointée. Voilà. Mais a priori. Problème d'interprétation, c'est toujours le tiers basal. Hein. On a toujours, d'ailleurs, je pense ne pas me tromper, dans les recommandations, ils disent que même si on a un petit truc au niveau tiers basal, c'est pas tout à fait significatif. Hein. Le tiers basal, je parlais. Ben, c'est-à-dire que ça dépend, il y a tiers basal et tiers basal. C'est-à-dire que le tiers basal, il est compliqué à interpréter parce qu'il est souvent, il peut être souvent hypokinétique. Voilà. Là, ce qui est important, c'est pas tellement l'hypokinésie, vous regardez, c'est la synchronisation. C'est-à-dire que il y a dans le tempo, cette paroi, tu veux, quand sur une deux cavités, tu as un tiers basal qui a l'air entre guillemets à la traîne, pour moi, ce qui est important, c'est est-ce que c'est synchro du reste ou est-ce que c'est pas synchro. Après, c'est des interprétations difficiles. Après, on peut quand même se souvenir qu'on est docteur. Hein. Les ischémies de cette nature inférieure, j'hésite entre un segment et demi sur la droite et 0. Il n'y a pas mort d'homme en général. Et même si tu ne demandes pas de choro, moi, ça ne va pas me choquer du tout. Hein. D'accord? C'est les ischémies mineures en particulier. Après, moi, je vais te dire, on fait la vraie vie. Hein. Quand j'ai un patient comme ça, ce qui m'emmerde, c'est s'il a 0 traitement. S'il a la bonne idée d'avoir aspirine, statine, voilà, tout va bien. Hein. Je suis tranquille et vraiment. Et alors, je vais même encore aller plus loin, si tu veux. Si par hasard, on trouve une petite rétroventriculaire sur laquelle certains excités mettent 2 stents qui, à mon avis, servent à rien, à la limite, je préfère ne pas avoir vu l'ischémie. Tu vois? Donc, mais maintenant, si on parle technique, si ta coupe est correcte, si elle est concordante sur 2 segments, c'est difficile, mais voilà, c'est probable. Après, si tu es mal placé et que tu es supra-apical, c'est des choses que tu peux créer de toutes pièces. Ok? Bon, je suis désolé, mais on va arrêter. Vous parlez de tiers, là, c'est la moitié basal. Non, mais là, je vous le laisse pour que vous le mettiez dans l'œil, parce que ça, c'est ce qui attire pour moi le plus. Voilà, c'est cet aspect un peu de tardo-kinésie et qui est évocatrice éventuellement sur la voie. Monsieur, très gentil. À l'heure. Ça va, bien. Bon, ça se passe bien. C'est en fonction de l'adaptation, je vais voir.